Alors, pour le cours numéro 3, je vais donc revenir un peu sur la formation de structure. On va revoir, peut-être sous forme de rappel, la structuration à grande échelle. On va voir au moins un exemple de formation de structure impliquant à l'échelle donc d'une galaxie qui implique l'agglutination de matière. On va voir en fait un petit peu le rôle de la masse, l'inertie, donc la matière noire à l'œuvre. Euh, et ça, ce sera donc dans la partie que je vous présente maintenant enregistrée. Alors que dans la partie, ce qu'on fera en cours, on va revoir un petit peu, on va essayer d'avancer un petit peu avec les équations de Friedman. D'accord, pour éventuellement faire le pivot vers l'univers chaud. Donc nous on avait vu voilà les facteurs d'expansion en fonction du temps. C'est une série de courbes qu'on avait vues en relation avec la géométrie de l'univers. Nous on avait ramené ça sous forme d'une intégrale du mouvement, essentiellement à partir de l'équation newtonienne de la gravitation. Donc là, ce qui se passe ici, c'est la matière, comme elle n'est pas distribuée de façon parfaitement uniforme, donc on le voit ici au départ, les petites fluctuations sont amplifiées dans cette animation où on voit en fait le profil de densité, donc qui est représenté par des particules colorées en bleu, dans une boîte qui est en fait co-mobile avec l'expansion de l'univers. Donc on semble, en fait, la boîte occupe un volume de plus en plus grand avec le redshift qui passe de 30 vers 0. Donc on voit en fait que la matière solide, ici ce sont des particules de matière noire, s'agglutinent et forment des sous-structures de plus en plus fines. Donc nous, ce qui est important pour nous, c'est de voir que ces sous-structures sont interconnectées entre elles. D'accord. Donc ensuite, le lien avec la réalité, si on veut, si on pense en termes de euh, objet observé, donc la matière noire, par définition, aura en fait, c'est une matière qui occupe un certain volume, mais qu'on ne peut pas mesurer autrement que par attraction gravitationnelle. Donc la matière baryonique et la matière noire ensemble vont essentiellement mener à la formation de structures sur de très grandes échelles. Donc voici un petit peu ce que ça donne quand on regarde historiquement, donc dans les années 80, quand on a commencé à faire des cartes de ces galaxies. Chaque point ici sur ce graphe représente un objet lumineux. Et vous avez donc une forme de quartier du ciel qui représente donc ici en profondeur, en kilomètres secondes. Si on veut, c'est la profondeur au sens de la relation de Hubble. Plus la vitesse augmente et plus la distance est grande. Et ici, vous avez simplement une ouverture angulaire ici donnée en heures. D'accord. Donc vous avez essentiellement une des premières cartes ici qui était due à Delaparent, Geller et Yucra dans les années 1980 et qui nous montre bien en fait que les galaxies sont loin d'être distribuées de façon isotrope. D'accord. Donc là, ce qu'on a ici, ce sont à la fois des galaxies et des amas de galaxies qui sont très brillants pour essayer de meubler un petit peu les distances un peu plus lointaines. Donc, sur ces cartes, ici, c'est pas ça prédate le relevé SDSS. Ce sont des cartes qui ont été dressées à partir de plaques photographiques. Quand on vient vers les technologies plus modernes, et SDSS, donc c'est une technologie des années 90 et début des années 2000, une des dernières campagnes de SDSS, c'est de 2013, je crois. Et l'idée, c'est que maintenant, avec des cartes qui sont établies à partir de CCD, c'est-à-dire que des instruments de mesure numériques plutôt que analogiques, comme les cartes photographiques des années 80 et avant. Et bien là, vous avez peuplé en fait le ciel
sur une carte, enfin euh, une ouverture d'angle comme ceci, avec énormément plus de galaxies. Donc la détection se fait sur ces CCD et qui est beaucoup plus sensible. Donc on voit en fait des structures qui sont vraiment clairement bien définies. Lorsqu'on regarde ici en fonction de la distance Z, c'est l'équivalent de la vitesse des 10 000 km/s dont on parlait avant. Donc ici on est à 30 000 km/s, donc 10 000 km/s on est plutôt par ici. Et cette région-là en fait couvre la même distance, le même volume que la carte de l'apparent Yucra et Galler que je vous ai montré au transparent précédent. Donc là ce qui est évident c'est qu'on voit en fait à distance donnée, donc à Z constant, on balaye un petit peu comme un arc de cercle et on voit en fait des structures qui sont vraiment énormes, qui couvrent une bonne partie du ciel et qui montrent que les galaxies sont interconnectées dans un genre de réseau ici. D'accord? Donc la distance est équivalente à une variation en décalage spectral de Z, profondeur. Donc quand je me déplace à un rayon de cercle constant, on aurait pu les tracer ici, on voit en fait des structures qui sont filamentaires en angle, ouverture d'angle de gauche à droite, ici si je balaye comme ça. Donc ça veut dire que ces structures-là sont d'époque euh, euh, enfin, ce sont le mot ne viendra pas, mais disons qu'elles sont nées à la même époque. Voilà. Alors au contraire, si vous avez des filaments qui sont étendus comme ceci, ça laisse entendre en fait que la structure est toujours en train de se former près de votre époque à vous. Donc Z égale 0, c'est ici que se situe l'observateur, bien sûr. D'accord? Alors, si j'avance à l'image suivante, on a là aussi un décalage spectral qui est de l'ordre de 0,15 ici. Et ce qu'il y a d'intéressant dans cette carte, en fait, c'est une distribution d'un type. Donc encore une distribution spatiale, mais cette fois on a plutôt fait une sélection par type de galaxies. Et ce sont en fait là le rayonnement euh, des amas de galaxies qui sont sur cette carte-là. Donc on a équivalent à ce qu'on a vu tout à l'heure, on voit des réseaux qui sont franchement bien définis. On voit encore des régions où il y a des vides importants, des régions qui sont franchement très denses, et on voit ici des structures qui semblent allongées. Donc en Z égale 0, c'est ici qu'est l'observateur. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a observé vers la partie nord donc de l'hémisphère nord donc du ciel, et ici dans l'hémisphère sud. Donc c'était pour montrer en fait qu'il n'y a pas de bipolarité. La structuration de l'univers, bien sûr, procède à ces échelles-là, procède de façon isotrope, si on veut, d'accord? Aussi bien dans le sud que dans le nord. Donc ce qui est intéressant ici, c'est de voir que parfois on voit des structures qui semblent allongées. Alors l'identification s'est faite par décalage spectral et on peut se poser la question à savoir pourquoi il y aurait des structures en apparence allongées sur ces cartes-là. Donc à reprendre un peu en cours. Donc là, on reprend un petit peu la grande idée de ce qu'on peut extraire comme, enfin ce qu'on peut conclure comme première appréciation de ce qu'on vient de voir sur ces cartes observées. Et c'est que, en fait, où il y a à une certaine époque un milieu plutôt homogène, on a donc de petites densités de fluctuations qui sont amenées ici, ce qu'on voit un peu comme une espèce de granularité fine de ce cube. Et l'idée, c'est que où il y a des pics de densité légèrement positifs, petits mais légèrement positifs, ou petits mais légèrement négatifs, et bien avec le temps qui passe, donc si on est loin dans le passé, avec un grand décalage spectral, ici c'est 19,50 comme décalage spectral qui est illustré sur ce cube-là, qui est une simulation numérique, hein, je dois le souligner, mais je crois que vous l'aviez bien compris.
Donc à 19,5, vous revenez vers le présent comme ceci. Donc si Z court du bas vers le haut, c'est que le temps, lui, passe du passé vers le présent, du haut vers le bas. À ce moment-là, donc, les densités de contraste de la matière ne font que ici augmenter s'ils sont positifs, diminuer s'ils sont négatifs. Donc les vides deviennent de plus en plus vides et les surdensités deviennent de plus en plus surdenses. Donc l'idée c'est que les contrastes entre les valeurs des pics et des dépressions ou des trous, si on veut, deviennent de plus en plus élevés. Donc c'est pour ça que le guide de coloration qu'on a ici, si on voyait peu de structure ici, eh bien pour qu'on ne puisse pas saturer en bleu, eh bien on voit que où il y a un vide, ça devient essentiellement noir. Donc je veux bien dire ici qu'il n'y a pas de matière qui disparaît dans ces vides, la matière coule ou s'écoule de ces sous-densités, s'écoule vers les grandes densités ici, dans les pics, donc elle s'agglutine dans des endroits où la matière sera de plus en plus concentrée, et donc la matière fuit comme un fluide, elle fuit les dépressions ici, et pour s'agglutiner dans les pics où il y a une sous-densité de plus en plus forte. Donc l'expansion de l'univers ne dit simplement que l'axe horizontal ici, l'axe des X si vous voulez, est représenté de plus en plus détendu, simplement parce que avec le temps qui passe, l'univers, le facteur d'échelle augmente avec le temps bien entendu. Donc si on regarde des simulations numériques assez récentes, on va remarquer en fait que par effet de zoom, on va voir en fait dans les simulations numériques maintenant, donc si ça peut paraître légèrement artificiel par le jeu des contrastes, en termes de la manière fine dont sont définis ces ponts, ces filaments entre les amas les galaxies elles-mêmes ou la matière elle-même. Les galaxies, on va les retrouver dans ces zones de forte densité. Maintenant, à l'échelle physique qui correspond à ces filaments-là est telle que en fait, en faisant un zoom comme ça, les points blancs, donc concentrés en forte densité, si on veut, représentent en fait une vaste somme de matière qui est sous-structurée. Et cette somme de matière, ça peut atteindre les milliers on va dire plutôt la centaine de milliers centaines de milliers de milliards de masses solaires, en sachant qu'une galaxie fait environ 10 à 100 milliards de masses solaires. Autrement dit, on a là des structures qui ont la taille et la masse de grands amas des amas de galaxies, ce qui deviendra en fait comparable à des amas de galaxies qu'on peut extraire de ces simulations cosmologiques. Donc l'effet de zoom qu'on a ici, j'ai malheureusement perdu le facteur de mise à l'échelle qu'on a d'une boîte à l'autre, mais vous voyez en fait que quand on fait des zooms suffisamment puissants, ici sur des zooms, donc le côté de cette boîte ferait quelque chose comme 500 kg par sec, ici à plus haute échelle, on va trouver des objets qui ont la masse et la concentration qui ressemblent en fait à des galaxies elliptiques ou galaxies spirales. D'accord ? Donc l'idée c'est maintenant de comprendre que ce que vous voyez là, c'est de la matière noire, c'est-à-dire que c'est un jeu de simulation numérique où il n'y a que l'action de la gravitation qui amène ces formes de structures à grande échelle qui se développent et qui forment des objets qui ressemblent à des galaxies avec peut-être liées à ces galaxies des galaxies naines ou des galaxies satellites, d'accord, ou satellitaires. Donc le jeu de Cold Dark Matter, c'est la matière noire, on va dire froide. Et froide, en fait, il faut se poser la question, qu'est-ce que ça peut vouloir dire froid par rapport à une température usuelle, celle qu'on a l'habitude de prendre au laboratoire. Mais avant de regarder ça d'un peu plus près, on peut prendre des exemples donc de simulation. Donc ici, ce que vous avez, c'est un exemple de comparaison directe, si on veut, avec ce genre de calcul numérique. Là, vous avez en fait des observations directes. Donc chaque point ici va représenter une galaxie sur ces cartes-là. Donc vous avez les campagnes, le Sloan SDSS, donc c'est pour
la campagne Sloan dont on a vu une première partie tout à l'heure. Donc vous avez les distances ici qui sont données en kilomètres secondes. Donc ici c'est 25 000 kilomètres secondes. Ici la toute première carte que vous avez vue qui était la campagne de Harvard, donc le CFA de Harvard, le Centre d'astrophysique de Harvard, avec une coupure autour de 12 à 15 000 km secondes. On reconnaît cette espèce de figure en forme de grenouille là, qui est ici. Donc vous avez le Sloan où on va maintenant on va plus que doubler, environ doubler le volume, pardon, la taille linéaire en allant à 25 000 km secondes. Donc si je double en taille linéaire, je vais donc multiplier par un facteur 8 le volume sondé, et donc je vais augmenter énormément le nombre de galaxies que je pourrais détecter. D'accord? Donc là on a ici un volume de Hubble, donc le 2DF, donc c'est DF pour Deep Field. Donc ça c'est mesuré à nouveau avec une échelle un peu plus profonde que celle qu'on a ici avec Sloan. Avec Sloan on s'arrêtait autour de 0,14. Et là ici on a quelque chose qui va chercher dans les 0,20. Et on a en fait la continuité donc, de ce qu'on a ici, un réseau très dense. Et quand on vient à 0,2 et au-delà, en fait, par effet de sélection, bien sûr, on va perdre un certain nombre de galaxies. Simplement, elles sont moins brillantes. Alors, ce qui est bien, c'est que dans ce jeu de cartes, on a essayé de reproduire ici à la même échelle, en faisant des parallèles dans les simulations, on essaie de retrouver en fait des structures qui se comparent au sens statistique, bien sûr, entre chacun des volumes explorés ici. D'accord, celui-là tout en haut avec celui-là tout en bas, la carte du CFA avec celle-ci, et ainsi de suite. D'accord, sur la gauche, sur la droite, pareil. Donc vous avez là, ici, la simulation dite du Millennium. Et là, vous avez en fait donc le Hubble Deep Field, le 2DF, une campagne d'observation avec du temps dédié pour aller en profondeur, pour aller plus loin donc dans l'espace pour sonder les galaxies, et on voit en fait que les structures statistiquement sont franchement équivalentes. Donc on pourrait bien dire que à ces échelles-là, les structures de matière ou la structuration de l'univers est entièrement dominée par le jeu de la gravitation. D'accord? Donc où ça va être un peu plus délicat, c'est au niveau de qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on va regarder les galaxies individuellement et regarder leurs caractéristiques. D'accord? Donc pour ça, en fait, je vais passer à la deuxième partie. Donc pour la deuxième partie de cette présentation, l'idée est que jusqu'à présent, je vous ai montré des cartes où il y avait d'un côté les simulations où on regarde l'effet de la gravitation, d'un autre côté on a les galaxies qui bien entendu sont constituées aussi de matière, toute forme de matière, la matière qu'on ne peut pas détecter visuellement, mais aussi la matière bien entendu qui est baryonique et donc qui répond à des jeux de pression au même titre que la pression thermique usuelle. Donc pression thermique, rayonnement, c'est le jeu bien sûr la formation de structures des galaxies et qui va amener bien sûr la formation d'étoiles. Et la question va se poser maintenant, où est-ce qu'on en est avec les calculs numériques, et est-ce qu'on est capable aujourd'hui de voir jusqu'à quel point on est capable de reconduire les propriétés des galaxies, leurs caractéristiques. Donc ce que je peux faire, c'est vous montrer donc cette simulation qui porte le nom de ERIS et qui a été établie donc il y a quelques années par des gens de Zurich. Donc Guedes est l'auteur principal, et l'idée est qu'aujourd'hui on est capable de regarder le jeu donc de l'attraction gravitationnelle, de voir que la matière se condense et forme des objets autogravitants, les galaxies,
Et quand on regarde un jeu de simulation où on traite autant l'attraction gravitationnelle que le jeu des pressions, voire la formation stellaire, on trouve en fait des objets qui ont des caractéristiques qui ressemblent fortement à, par exemple, la Voie lactée, ou Andromède, si on veut. Donc ici, cette simulation ERIS, je vous donne les chiffres qu'on peut extraire de cette simulation en termes de caractéristiques physiques. Donc on voit un objet qui fait de l'ordre de 1000 milliards de masses solaires, donc la masse totale incluant masse baryonique et masse non baryonique, la matière noire. Et pour la Voie lactée, ça correspond approximativement à la masse totale qu'on peut déduire des caractéristiques du champ des vitesses de la Voie lactée. Donc si on regarde justement ce champ des vitesses au niveau du Soleil, par exemple, on voit que le Soleil dans la Voie lactée se déplace à environ 220 km/s sur une orbite quasi circulaire. Alors à la même position dans cette galaxie artificielle créée par la simulation ERIS, on mesure en fait 206 km/s. D'accord? Où on a la masse en dizaines de millions de masses solaires. Donc quand on regarde dans le disque, on voit en fait que pour la Voie lactée, on a environ 50 milliards de masses solaires dans le disque, alors qu'ici, on va mesurer autour de 4 milliards de masses. Donc vous voyez que ça représente quelque part, en termes de distribution de la matière baryonique, ça représente quelque chose qui colle bien avec ce qu'on voit dans la Voie lactée. En termes de masse intégrée, masse totale, ça colle assez bien aussi. Ici, la fraction de baryon, c'est environ 1/8. Alors que, bon, c'est-à-dire la masse totale sous forme baryonique versus la masse totale sous forme matière noire plus matière baryonique. Vous voyez que ici, dans la simulation ERIS, bien sûr, on a le jeu de paramètres, on a le jeu de données, et on peut donc calculer tout de suite qu'on a environ 12% de cette matière qui s'est formée pour former le disque à l'équilibre. D'accord? On a un bulbe qui se forme dans la partie centrale du disque, comme dans la Voie lactée. Le bulbe, le rapport de la masse du bulbe à la masse du disque, fait environ 1/3 dans la Voie lactée, et c'est sensiblement la même valeur qu'on va trouver dans la simulation ERIS. D'accord? Donc la distance, le rayon rayon caractéristique du profil de lumière du disque. On va simplement dire qu'on peut faire un ajustement analytique, une forme analytique pour l'ajustement de ce profil de lumière. Et si on dit que pour la simulation, on va adapter la lumière au profil de la matière baryonique, c'est là que seront les étoiles, eh bien on trouve 2,5 kg par sec, et c'est quasiment exactement la même longueur caractéristique qu'on voit pour le disque de la Voie lactée. D'accord? Donc ceux qui ont fait le cours, la première partie du cours sur les galaxies, ben, vous savez que le profil de lumière, c'est une forme de décroissance exponentielle du centre vers le bord. Et donc on a notre rayon caractéristique qui est de l'ordre de quelques kilos par sec, quelques milliers de parsec. D'accord? Dans la simulation ERIS, on a bien sûr des recettes pour rendre compte de la formation des étoiles. Pourquoi c'est important la formation des étoiles dans une simulation numérique? C'est que vous avez du gaz qui va se concentrer, le gaz est dissipatif. Si vous laissez le gaz faire son jeu de se refroidir, laissez courir cette courbe de rotation, eh bien cette courbe de rotation fait que le gaz va... cette courbe d'émission, excusez-moi, fait que le gaz va baisser en température, et s'il continue à baisser en température, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien tout le gaz va former une grosse boule, un bulbe, donc au centre de votre galaxie. Alors ce qui est apparu comme une nécessité depuis plusieurs années, depuis plus d'une dizaine d'années, c'est que la concentration de gaz amène la formation d'étoiles, et la formation d'étoiles, elle, chauffe le gaz, puisque les étoiles sont des sources émettrices de photons. Alors il se trouve que pour les estimations ici qu'on a de la Voie lactée, il se trouve que les valeurs utilisées pour garder le disque de ERIS, la simulation à l'équilibre, tombent pile poil dans la même plage de valeurs que celle estimée pour la Voie lactée. On peut l'estimer observationnellement pour le disque de la Voie lactée. C'est quand même
très rassurant. D'accord? Maintenant, ce qu'on va voir, ce sera en fait, et ce qu'on va faire, on va regarder d'abord la simulation pour revenir ensuite sur l'apparence, une comparaison visuelle directe avec cette simulation numérique. Donc je vous la montre ici. Donc je vais l'agrandir un petit peu. Et on a en fait donc le rendu de 2011, donc il y a quelques années quand même. Vous avez une simulation qui était faite avec un code hydrodynamique, d'accord, qui s'appelle Gasoline, qu'on peut télécharger. C'est du domaine public maintenant. Oui, je crois qu'il y a au moins une version de ce code qui est du domaine public. Vous avez une indication ici du nombre d'heures CPU qui ont été utilisées pour faire ce calcul. Alors, si vous gardez en tête que les calculs typiquement ont de l'ordre font de l'ordre de 4 à 5 mois de calcul, on peut dire que 1,5 million d'heures CPU, ça va représenter quelque chose comme l'utilisation de probablement une centaine de cœurs de CPU, d'ordinateurs qui vont courir en parallèle pour faire ce calcul-là. Alors, si je fais un calcul rapide, 24 fois 30, ça fait environ 100. Donc, on va compter une centaine d'heures par semaine, environ 400 heures de calcul, 400 heures par mois. Et donc, vous avez là quelque chose comme quelques centaines de CPU qui ont dû être utilisés ici pour obtenir les résultats que je vais maintenant vous montrer. D'accord, donc la masse du viriel à l'équilibre fait donc 7,9 fois 100 milliards de masse solaire. Vous avez ici pour la matière noire donc les éléments de résolution numérique, si on veut, pour la matière noire, pour le gaz et pour les étoiles. Eh bien, vous avez en fait une distribution quasi uniforme en termes de résolution numérique entre les deux, les trois types de matière, de forme de matière qu'on va retrouver ici dans la simulation. D'accord? Donc avec une résolution spatiale de 120 parsec. Donc il faut savoir qu'un nuage moléculaire fait de l'ordre de 10 à 20 parsec. Et donc on a en fait une résolution linéaire pour la simulation qui parvient à peine à résoudre les lieux de formation de nuages moléculaires géants. D'accord? Donc voilà un petit peu ce que ça donne pour l'animation. On calcule avec le redshift qui court de 20 à 0. Et vous voyez en fait l'image que vous voyez là, c'est que le gaz et les éléments gazeux donc qui se forment, et c'est pas en fait toute l'histoire de la création de masse, la masse totale de la galaxie. On ne voit pas la matière noire sur cette simulation-là. Ce qu'on veut voir, ce qu'on veut montrer, c'est autour de z égale 2. Voilà, on y arrive presque. On voit en fait une structure centrale qui déjà se développe bien. Donc on arrive à z égale 2 maintenant. Donc vous voyez la partie centrale où il y a une forme allongée, un genre de barre ici qui se forme, et on reconnaît bien le disque. D'accord? Mais là c'est le disque, disons, gazeux, la partie gazeuse de ce disque qu'on voit de face. Et dans le disque, il y a effectivement plein de trous. Et ceux qui ont l'esprit de Lavoisier en tête, la matière n'aime pas les vides, alors on peut réfléchir un petit peu à pourquoi il y aurait des vides dans ce disque gazeux. D'accord? Donc je vous laisse réfléchir à ça pendant que le temps file. Entre z égale 2 et z égale 1, en fait, ce qu'on va remarquer, c'est qu'il y a quand même des accrétions de structures gazeuses très importantes. On voit passer de grands nuages gazeux qui tombent sur le disque. Et après, en deçà de z égale 1, en fait, ces grands événements d'accrétion vont commencer à se faire de plus en plus rares. Donc vous avez vu en fait là une petite sous-structure gazeuse dense qui a rejoint le centre du disque. D'accord? Donc si j'arrête ici, on est descendu en deçà de z égale 1.
Et vous avez en fait maintenant, c'est pas que, disons, la partie centrale sous forme de barre est devenue tellement grande, c'est surtout qu'elle est devenue beaucoup plus dense, beaucoup plus concentrée. On voit dans le disque toujours de grandes étendues gazeuses qui sont un peu filamentaires en fait et vont suivre en fait des modes spiraux. Et on voit bien entendu toujours ces grandes régions, ces grands trous qui sont dans le disque maintenant, dans le disque gazeux. D'accord? On va le laisser courir jusqu'à la fin. Et là, on voit que en fait, les événements d'accrétion majeurs ont essentiellement terminé. D'accord? On voit plus de grands nuages tomber vers le centre de ce disque. Donc là, si on arrête maintenant, par exemple, on voit que le disque est à peu près stabilisé et surtout on voit des structures en forme de des crêtes qui vont rappeler un petit peu les bras spiraux d'une galaxie, une galaxie majeure. Donc il y a quand même eu un événement d'accrétion assez important. Mais disons que le disque résiste à ça, il est assez massif maintenant, et on n'a que les parties gazeuses du calcul, d'accord? Sur cette simulation-là. On ne voit pas les étoiles, on ne voit pas non plus la matière noire, d'accord? Donc l'idée c'est qu'on voit un genre de phénomène ondulatoire qui fait que le gaz reste à peu près à l'équilibre et on voit en fait des bulles de gaz qui se forment, se réapparaissent, disparaissent et on peut se poser la question, eh bien j'ai déjà posé la question, pourquoi ces grands trous dans le gaz? Ben, la solution, c'est ce qu'on ne voit pas, c'est bien entendu la présence de nos étoiles qui entraînent par répulsion, par rayonnement, un échauffement du gaz. Le gaz forme des bulles chaudes ici. Donc ce qu'on verrait ici, si on avait les étoiles, c'est une une distribution sur des structures plutôt spirales ou filamentaires autour du centre, qui serait en fait la situation ou la position des étoiles jeunes. Donc les étoiles jeunes et le gaz sont intimement liés, bien sûr. Dans la simulation, on n'a pas, bien sûr, la résolution qu'il faut pour enfouir les étoiles dans le gaz. Mais en réalité, comme on sait, les étoiles naissent du gaz et en fait passent une partie de leur vie dans ce milieu, donc enfouies dans le gaz. Donc si on essaie maintenant de reprendre, donc on a notre table ici, si on essaie de reprendre cette simulation et de faire une image synthétique avec cette simulation-là, pour la comparer avec une image synthétique, une image euh, euh, nettoyée ou propre de la Voie lactée, vue par la tranche. Alors quand je dis ça, je veux dire simplement que dans la simulation ERIS, on a bien sûr du gaz, mais on n'a pas toutes les populations d'éléments chimiques qu'on peut reconnaître dans le gaz. Dans le gaz de la Voie lactée, on va reconnaître toutes sortes d'éléments chimiques, des hydroxyles, du méthane, on va reconnaître du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone, on va reconnaître des éléments de poussière. Et la chose la plus simple à faire, c'est de prendre une image du disque de la Voie lactée. Donc bien sûr, par définition, on voit le disque de la Voie lactée par la tranche. Et on regarde, en fait, on fait le parallèle le plus étroit qu'on peut faire avec la simulation Iris, c'est de regarder le disque de la Voie lactée en bande infrarouge. Et pourquoi c'est comme ça? Parce qu'en bande infrarouge, on peut inférer en fait l'émissivité ou la présence de grains de poussière qui vont donc émettre en infrarouge. Et la distribution gazeuse de la simulation Iris, on peut dire, elle trace aussi la distribution des poussières. Donc on prend la concentration de matière gazeuse ici, on fait comme si c'était une émission en infrarouge et on regarde un petit peu. Ici, il y a à la fois le gaz et les étoiles, maintenant dans cette simulation synthétique. Et donc, on va mettre des populations d'étoiles qui vont émettre elles aussi en infrarouge. Et on va regarder, on va faire une comparaison avec l'image de la Voie lactée qu'on voit à la même échelle. D'accord? Donc, sur la carte du ciel ici. D'accord? Vue en azimut et avec la carte complète.
Donc il y aurait sur la carte du ciel, vous voyez ici les deux petites taches en blanc, ce sont les nuages de Magellan qu'on voit dans l'hémisphère sud, d'accord? Donc vous avez en fait pour la Voie lactée, vous avez un bulbe qui est franchement à peu près la même taille en termes d'étendue spatiale, mais le bulbe de la Voie lactée, il est beaucoup plus structuré que celui produit par la simulation Iris. Sinon, on voit en fait que la distribution ici de l'obscuration qu'on a là, c'est les bandes de poussière qui vont être reconnues ici sur la carte, l'image de la Voie lactée. Et vous avez une distribution donc de gaz un petit peu en dehors du plan. Et vous voyez que la caractéristique, ce qui est, je pense, vraiment intéressant, c'est de voir que la hauteur caractéristique de ce disque et de la simulation correspond assez bien avec celui de la Voie lactée. Donc on voit qu'on a des éléments ici de calcul par étude de la structuration des grandes échelles qui amènent en fait la formation de galaxies ou des modèles de formation de galaxies qui commencent à être comparables avec les vraies observations, donc les données réelles pour des galaxies de l'univers local. Alors, si on passe à l'étape suivante, donc ça c'est qu'un exemple, il y en aurait bien d'autres, bien entendu, qu'on pourrait discuter. Alors, pour voir un petit peu pourquoi cette histoire de couple entre rayonnement, le rayonnement de nos étoiles et l'agglutination du gaz est importante. C'est quelque chose qui vient en fait assez rapidement dans notre univers, disons un peu plus jeune, avant même la formation des galaxies. On va voir en fait, ou pendant la formation des galaxies et la formation des premières étoiles, on va voir en fait un couple fort entre ce rayonnement et la distribution de gaz neutre dans l'univers, et c'est ce qu'on appellera nous l'ionisation donc du gaz neutre dans l'univers froid. Donc on peut bien imaginer que si j'ai des étoiles qui se forment au sein d'une galaxie, eh bien elles vont ioniser, elles vont échauffer le gaz fortement. Et ce qui va se passer au sein des galaxies, en fait, vous allez le retrouver à même l'univers jeune, l'univers froid. Donc ça, je vais vous le montrer à la fin de cette présentation parce que le temps commence à me manquer. Alors l'idée, c'est que je vais aller sur YouTube, trouver le site où il y a une animation, une illustration de ce phénomène-là qui a été préparée par Nicolas de Paris, ici à l'Observatoire de Strasbourg, en collaboration avec Dominique Aubert, et qui illustre bien le jeu de qu'est-ce qui se passe quand les étoiles commencent à apparaître dans l'univers et comment ça impacte sur la distribution, donc l'état chimique, si on veut, de la matière neutre. Donc on parle ici surtout de l'hydrogène. Donc avant de faire ça, par contre, je peux peut-être dire quelques mots sur comment on va quantifier la distribution de la matière à grande ou aux grandes échelles. Et la manière dont on va procéder, c'est l'étude de ces cartes qu'on a vues, les cartes de galaxies. C'est essentiellement en regardant la fonction de corrélation des positions entre les galaxies sur une carte donnée. Donc vous aurez ici une densité de probabilité de dire essentiellement si delta représente un contraste en densité en un point X, ben vous allez mesurer la probabilité de trouver dans une distance r relativement à votre position X dans l'espace, vous allez dire qu'il y a une corrélation entre les pics de densité, de sorte que je vais sans doute retrouver des galaxies à une distance r, donc ça va me donner en fait la probabilité de trouver une galaxie dans un rayon r autour d'un point X qui sera donné par ce qu'on va appeler cette fonction de corrélation à deux points. Donc la fonction de corrélation à deux points ici,
on peut l'établir sur des cartes mesurées dans l'espace réel. Et l'idée, c'est de basculer tout ça, faire une étude spectrale pour dire que voilà, on a des distances, on a des positions, et donc on peut mesurer l'amplitude de cette fonction de corrélation et l'interpréter un peu comme une densité de probabilité. Donc l'idée, c'est de se dire, si effectivement il y a une échelle caractéristique R qui émane ou qu'on peut mettre en lumière par l'étude de ces cartes, par les données réelles, quoi, donc la distribution spatiale des galaxies, eh bien, on devrait pouvoir retrouver une longueur d'onde, une longueur spécifique, ou un nombre d'ondes spécifique dans l'espace de Fourier. D'accord? Alors l'idée, c'est que quand on fait ce genre d'études, ce qu'on va découvrir, c'est que dans l'espace de Fourier, on aura donc l'amplitude de cette fonction de corrélation, et ben, va nous donner en fait un spectre de puissance. Donc à chaque élément ou à chaque nombre d'ondes, K, va correspondre une certaine amplitude de ce spectre. Et bien, en portant en graphique le spectre de puissance en fonction de la longueur d'onde, on peut donc caractériser la fonction d'autocorrélation des galaxies, et on peut donc caractériser les structures qui se sont développées à une échelle donnée. Donc l'inverse du nombre d'ondes étant une longueur d'onde ici lambda. Vous avez une échelle physique de longueur en mégaparsec tout en haut à gauche sur cette image. Donc vous avez 500 mégaparsecs de 500 à 5 mégaparsecs. Donc je rappelle que la taille d'une galaxie, on va la calculer en centaines de kiloparsecs, quelques centaines de kiloparsecs. Donc vous êtes ici en mégaparsec sur cette échelle. Donc vous avez des échelles physiques qui excèdent la taille des galaxies. Donc on va plutôt parler de structures en termes de groupes de galaxies, de super amas de galaxies, et ainsi de suite. Donc l'idée, c'est que le spectre de puissance ici, il a comme une cassure. D'accord? Donc il augmente donc de petites longueurs d'onde vers les grandes longueurs d'onde, il augmente comme ça, puis en fait il va se casser la figure sur une échelle de l'ordre de la centaine de mégaparsecs. D'accord? Donc ce sont deux cartes identiques, il y en a une qui est plus ancienne que l'autre, celle-là a déjà été mesurée dans les années 90, il y a une vingtaine d'années, alors qu'ici elle est extraite de calculs ou d'observations, pardon, de compilations qui sont du début des années 2000, donc juste avant 2010. Donc vous avez en fait, vous voyez encore CFA et ainsi de suite, donc ça fait référence à des observations, des compilations plus récentes, et vous voyez bien qu'il y a en fait une cassure dans le spectre de puissance des galaxies. D'accord? Donc nous, en fait, il faudra retrouver une interprétation de pourquoi il y a cette forme dans le spectre de puissance des galaxies. Maintenant, on a parlé de matière noire, on a beaucoup parlé de matière noire sans vraiment définir ce que c'était. Et une des raisons pourquoi je ne peux pas expliquer ou donner la nature de cette matière noire, c'est simplement que encore aujourd'hui, la nature de cette masse, cette matière, reste hasardeuse. Enfin, elle est un peu mystérieuse. Donc c'est un peu hasardeux donc de s'avancer pour expliquer, donner une explication donc, de l'origine de cette matière. La seule chose qu'on puisse dire avec assez de fermeté, c'est que si cette matière est représentée par une particule, la particule va se déplacer comme n'importe quelle autre particule avec des vecteurs vitesse. Et si son vecteur vitesse est grand, eh bien, on va dire que on a une forte température, un petit peu comme dans la cinématique des gaz. Si la matière noire est chaude, on dira que finalement les vecteurs vitesse de ces éléments masse sont grands. Et donc en fait, quand on a de grandes vitesses, on a de la difficulté à maintenir de fines sous-structures. D'accord? Donc la matière noire, dark matter ici en anglais, et H pour hot. D'accord? Donc c'est-à-dire la matière noire qui aurait un vecteur vitesse grand donnerait lieu en fait à des structures
qui seraient à z égale 0 par exemple, on aurait des structures qui auraient plutôt cette allure-là. D'accord? Alors que si on passe à 0 vitesse, on aurait quelque chose, on aurait des structures qui seraient vraiment très très fines. C'est-à-dire que la matière noire, pour la même masse totale avancée dans le temps, ah oui, peut-être que je peux dire que ici en bleu, ce serait par exemple des sous-structures avec des vides, faible densité, et des pics en rouge et blanc, qui seraient des pics de densité. Alors l'idée c'est que si la matière noire avait cette propriété-là, un champ de vitesse assez fort, dans le spectre de Fourier, dans l'analyse de Fourier, si on se disait maintenant que la matière baryonique va s'associer à la matière noire, eh bien on trouverait des galaxies qui seraient distribuées comme ceci, d'accord, dans ces pics de surdensité de matière noire. Alors vous voyez bien que quand j'ai un pic de densité comme ça, j'ai de la difficulté en fait à créer des ponts entre les éléments de matière noire ici par exemple. D'accord? Donc l'idée c'est que si les filaments sont absents, dans les surveys ou dans les campagnes d'observation, je ne devrais pas avoir de filaments forts entre les galaxies. Et pourtant, on en observe beaucoup. Donc l'idée c'est que je ne peux pas commencer avec des éléments masses qui ont une vitesse nulle, d'accord? Parce que ça donnerait lieu à une carte qui serait complètement bruitée comme celle qu'on a ici, avec de toutes petites sous-structures. Et en fait, si on avait trop de ces sous-structures fines, on n'aurait pas assez de gros noyaux de matière pour lesquels on va former des amas de galaxies et des structures assez conséquentes où il y a des milliers de galaxies qui sont liées entre elles. Donc l'idée c'est ça, c'est de se dire en fait les modèles cosmologiques, on va parler de matière noire froide, donc il y a un champ de vitesse faible mais non nul. D'accord? Alors ça permet une certaine sous-structuration de cette matière noire et elle va en fait permettre, comme le champ de vitesse est assez faible, donc on va former à la fois de gros noyaux de matière noire, mais on ne va pas complètement éliminer les ponts et les sous-structures qu'on va trouver au sein de ces grandes structures de matière noire. Donc l'espoir, c'est que les galaxies, lorsqu'elles vont se former, quand on va regarder la participation des baryons à cette activité de formation de structures, eh bien on va retrouver des galaxies comme Eris qui auront des caractéristiques qui vont se comparer bien aux modèles observés. Enfin, excusez-moi, pas les modèles observés, mais les galaxies observées. D'accord? Donc, pour vous donner un exemple d'évolution temporelle, cette fois numérique, ce qu'on peut voir ici sur cette carte-là, ce sont des boîtes de simulation où il y a autant de matière dans chacun des cubes. Il y a la même masse totale de matière noire. D'accord? Et l'idée, c'est qu'on peut identifier des cubes dans ces simulations où on voit en fait des objets qu'on peut comparer en termes de masse avec des objets connus, comme ici la Voie lactée, Milky Way, Andromède, M31, ou son compagnon M33 ici. D'accord? Donc les cubes sont mis à exactement la même taille, c'est pour faciliter la comparaison. Ce qui est important, c'est que la colonne de gauche, c'est ce qu'on obtient lorsqu'on fait un calcul avec la matière noire froide, CDM, versus une matière noire chaude, ici, ou tiède, WDM, warm, ici. Donc quelque part, on est entre, ou dans le cas de figure où cet objet-là, en fait, ou ces objets, si on les compare, ce qu'on va constater, c'est que là, on a beaucoup plus de sous-structures sous forme de matière noire que dans le cas d'une simulation WDM. Et en fait, si j'avais une simulation HDM, on aurait encore moins de ces petites sous-structures. On aurait sans doute qu'une grosse patate au milieu de l'image ici. D'accord? Donc ça, c'est pour illustrer comment la gravitation peut former des structures ici à toute échelle. D'accord? Donc, je vais revenir, enfin, je vais terminer avec mon point, le point de départ de cette présentation-là. On a l'univers qui est en expansion, on a notre facteur d'échelle et différentes solutions selon que l'univers possède une géométrie plane ou ouverte ou fermée.
Alors l'idée, c'est que les solutions de Friedman nous donnent un genre de contexte dans lequel on peut comprendre la formation des galaxies, formation de structures, mais nous apprend vraiment peu de choses jusqu'à présent. En fait, on n'a pas les éléments, on n'a pas ces éléments pour étudier la formation de ces structures avec le temps qui passe. D'accord? Donc, dans les prochains ou au prochain cours, ce qu'on devra faire, c'est reprendre l'équation de Friedman, essayer de voir quels sont les éléments de physique qu'on doit rajouter pour comprendre les différentes formes de densité d'énergie, leur évolution temporelle, et après, les semaines à venir, on reviendra sur la question de la formation de structures dans l'univers à partir d'instabilités de type gravitationnel, du type ou similairement à ce que on vient de voir dans les simulations cosmologiques. Voilà, donc on s'arrête ici et on se revoit.